Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture. Je vais donc ici vous présenter 4 romans et une bande dessinée. On va donc commencer tout de suite avec le tome 2 de Elia la passeuse d'âme, saison froide, écrit par Marie Varaille et paru aux éditions Pocket Jeunesse. C'est vraiment avec énormément de plaisir que je me suis replongée dans l'univers de Marie Varaille, un univers que j'avais déjà découvert il y a quelques temps, mais dont je gardais quand même des images en tête, et j'ai aussi tendance, quand je n'oublie pas, à faire des résumés des tomes que j'ai lus, ce qui m'aide en fait à me rafraîchir un peu la mémoire parce que je suis très tête en l'air. C'est donc avec les idées bien claires que je me suis replongée dans cet univers complètement glacial, aussi bien de par les températures que par le comportement de certains personnages. Il faut le dire tout de suite, cela a beau être un tome 2, j'ai adoré. Autant que le premier, on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose et du coup, on n'a pas cette espèce de phénomène de transition que l'on retrouve malheureusement parfois dans les trilogies. L'univers de Marie Varaille, certes, il est basé avec des clés que l'on peut rencontrer assez régulièrement. J'entends destruction du monde, reconstruction avec des castes, personnage qui va sortir de sa caste et se rebeller, etc. Mais malgré tout, ça fonctionne extrêmement bien, tout simplement parce que Marie Varaille nous a offert un monde qui déjà est sympa, original en lui-même, malgré les clés que l'on a l'habitude de voir, qui est très riche, qui est très travaillé, qui est très abouti, et donc du coup ça fonctionne. Ici, nous allons retrouver nos personnages directement après la fin du premier et on enchaîne l'action sans tarder. Ça, c'est une caractéristique que j'ai retrouvée dans les 2 romans de Marie Varaille, c'est que l'on commence sur les chapeaux de roue et on ne s'arrête pas avant la fin. Il n'y a aucun temps mort et ce pour mon plus grand plaisir. Ce qui rend cette lecture, il faut le dire, complètement addictive parce qu'on a toujours envie de découvrir un chapitre, puis encore un chapitre et encore un chapitre. Malheureusement, parfois, il est 2-3 heures du matin et il faut savoir s'arrêter. En plus, ce qui ajoute au dynamisme, non seulement cette action dont je vous parlais, il y a aussi l'écriture de Marie Varaille qui est très dynamique, qui nous fait des chapitres très courts, qui nous offre des petits extraits de journaux ou autres en début de chapitre pour nous donner des infos sur ce monde. Bref, elle a vraiment réuni tous les ingrédients pour nous donner un dynamisme de dingue et rendre son roman complètement addictif. Les personnages, quant à eux, sont toujours aussi intéressants. Nous avons notamment un nouveau personnage du nom de Alec qui est assez mystérieux et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu. Ceci étant dit, je vais vous l'avouer, ma préférence reste toujours sur le personnage masculin de Sol qui, malheureusement ici, petit peu moins présent. L'intrigue est faite comme ça, hein, ça n'enlève rien à l'intrigue. C'est moi personnellement, étant mon personnage préféré, j'espère le revoir un petit peu plus bien dans le 3e tome. Ici, il faut le noter, nous avons des personnages qui sont assez crédibles dans le sens où ils sont humains. Elia, par exemple, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle essaye de toujours faire de son mieux, mais elle n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs, elle prend des mauvaises décisions, des fois elle en a marre, elle craque. Bref, voilà, j'aime bien. Certes, des fois on se dit, mais attends, là, tu te jettes droit dans la gueule du loup, mais voilà, réfléchissons 2 minutes, qu'est-ce qu'on ferait à sa place, comment réagirait-on, sachant que le personnage reste un adolescent. Bref, malgré le fait que je sois retournée dans un univers que j'avais déjà découvert dans le tome 1, je me suis laissée complètement happer et j'y ai trouvé la même passion à être plongée dans ce livre. Il est très difficile, voire impossible de savoir dans quelle direction Marie Varaille va nous emmener avec son intrigue, puisqu'elle travaille et peaufine chaque détail afin de nous mener en bateau, et n'hésite absolument pas à maltraiter ses personnages afin de nous faire froid dans le dos. Ça aussi, c'est un point que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que ça beau être du young adulte, elle ne rentre pas dans la facilité, et il faut le noter, les personnages s'en prennent carrément plein la gueule, donc si vous êtes un peu sensible, croyez-moi que vous allez souffrir avec eux. Malgré tout, je vous le dis, il n'y a pas de description gore ou de choses comme ça, ce n'est pas fait ici pour ça. Par contre, psychologiquement, c'est vrai que des fois, quand on s'attache à nos personnages, on n'aime pas trop les voir dans des situations un petit peu délicates, telles qu'elles n'hésitent absolument pas à les mettre. Bref, ici, nous sommes dans une série young adulte de fantasy qui ne fait ni dans le sentimentalisme, ni dans la guimauverie. Le côté young adulte n'est pas une excuse pour offrir un roman édulcoré, au contraire, c'est une série qui est un
intense sur tous les points. Qu'il s'agisse de l'intrigue, qu'il s'agisse du scénario, des personnages, des tourments, de l'action, de la tension, de tout intense, pour moi, est vraiment le mot qui colle à ce roman. Ensuite, nous allons changer un petit peu de genre puisque je voudrais vous présenter Le Dernier Ours, écrit par Charlotte Bousquet et paru chez Rajo. Ici, nous sommes dans un roman jeunesse, mais un roman de non-fiction un peu anticipatif puisque nous sommes, je crois, en 2037. Je sais que Charlotte Bousquet est réputée notamment pour sa plume. Quel que soit le genre auquel elle s'attaque, eh bien ici, malgré le fait qu'on soit dans du jeunesse, je dois dire que sa plume est l'un des éléments qui m'a beaucoup marqué dans ce récit. Mais malgré tout, outre l'auteur, il y avait un petit peu l'histoire qui m'attirait puisque j'étais sûre d'y retrouver de la nature et des animaux. Eh bien, bingo, pour la plupart, ça a largement correspondu à ce à quoi je m'attendais. Nous sommes ici au Groenland, comme je vous l'ai dit, nous sommes en 2037 et nous allons rencontrer Karen qui est soigneuse dans un zoo. La façon dont les êtres humains ont traité la Terre, eh bien, a fait que les ours sont en voie d'extinction et Karen va s'occuper du dernier ours, Anuri, qui est né sauvage. Cet ours est bien évidemment devenu l'attraction du zoo, mais et surtout, il est devenu le meilleur ami de Karen. Le jour où Karen va apprendre qu'Anuri doit être euthanasié pour des raisons que je vous laisse découvrir, la jeune femme va décider de ne pas laisser les choses se passer ainsi et va donc décider de s'échapper avec Anuri afin de rejoindre le nord du Groenland qui est la dernière partie du pays à avoir des landes quelque peu sauvages. Ce sauvetage va l'amener à faire la connaissance de deux personnages, dans les personnages de Lone et Scylla, une jeune fille et un jeune homme de 18 ans qui vont devenir ses compagnons de route. J'ai beaucoup aimé ici le fait que l'histoire se passe au Groenland, ce n'est pas un pays que l'on a l'habitude de voir dans les romans. J'ai adoré la transcription de l'atmosphère, de la météo, du froid glacial bien évidemment qui règne, et puis aussi un petit peu de la population, des routes qu'on y trouve, des paysages, bref, j'ai vraiment trouvé que Charlotte Bousquet rendait ça très très bien et je pense que en effet sa plume y est pour quelque chose, plume que j'ai vraiment appréciée. Malgré le fait qu'elle s'adresse à un public jeunesse, elle garde ce petit je ne sais quoi qui fait que eh bien, elle sort quand même de l'ordinaire cette plume et elle s'en sert merveilleusement pour nous passer des messages, notamment d'écologie et de respect. Elle y aborde aussi un autre sujet qui est le sujet des dérives de la science, qui n'est pas forcément innocente dans le fait que eh bien, la Terre va là où elle va, c'est-à-dire sur un chemin qui n'est pas spécifiquement bon. J'ai aussi adoré le fait qu'elle ait étoffé un petit peu son roman avec de nouvelles connaissances entre guillemets, puisque ça fait partie d'une fiction, mais en chaque début de chapitre, elle nous offre des morceaux de journaux ou des choses comme ça qui en fait nous permettent de voir toutes les catastrophes naturelles qui se passent sur la Terre. Bref, grâce à cela, elle nous explique un petit peu ce qu'est devenu la Terre, ce qu'est devenu la mère nature à cause de l'être humain. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Nous voilà donc à la découverte du Groenland qui est un pays que je ne connaissais absolument pas, en compagnie d'un quatuor puisque Anuri fait partie du voyage sur d'anciennes pistes où règne un froid polaire avec ses trois amis complètement désespérés et qui vont se raconter de vieilles légendes Inuk au coin du feu. Autre point que j'ai adoré, c'est la façon dont elle nous distille un petit peu du folklore groenlandais dans tout ça, qui n'est pas un folklore que nous on connaît et encore une fois, j'ai vraiment apprécié. Alors il faut l'avouer, Anuri et sa soigneuse savent vous attendrir et c'est avec de l'émotion presque que je tournais les pages pour savoir comment ça allait évoluer, comment ça allait finir et ce qui allait se passer finalement pour ce couple quelque peu étrange. Eh bien oui, parce que évidemment ils sont sur la route, mais vous imaginez bien qu'on les a pas laissés partir comme ça. Ils sont donc traqués par un biogénéticien un peu scrupuleux qui travaille pour le zoo. Il doit faire face au froid, il doit faire face à la faim, à la bêtise humaine et aussi aux animaux sauvages parce que le Groenland reste quand même très sauvage. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est finalement un récit qui ne manque pas d'action et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Le seul bémol pour moi, le seul reproche que j'ai à faire à ce roman, il est pour la fin à laquelle je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout adhéré. L'autrice a pris une direction qu'en fait je n'ai pas compris. Alors c'est son choix, je le respecte, mais moi personnellement, voilà, il faut avouer que la fin ne m'a pas plu. C'est pas ce que j'espérais et j'ai pas compris. Alors dans un sens je comprends,
je dirais que l'on est un peu dans la continuité du roman, qu'on est un peu dans la logique de l'autrice, qu'on est un petit peu dans l'inéluctabilité. Mais voilà, la conclusion a largement douché mon enthousiasme pour ce roman et c'est dommage parce que j'avais adoré du début jusqu'à la presque fin. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir ce roman, ne serait-ce que pour l'atmosphère qui y règne, ce nouveau pays, ce froid, ces personnages. Vous allez voir, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien documenté. C'est un voyage à lui seul. À travers un livre, vous allez voyager directement au Groenland avec un ours polaire qui est trop chou. En troisième roman, je voudrais vous parler de De sang et de froid, écrit par Fabrice Pittet et paru chez Fantasy RCL Éditions. C'est une fois encore avec un immense plaisir que je me suis plongée dans le nouveau roman de Fabrice Pittet, qui est un auteur de fantasy que j'adore. Si vous me suivez déjà sur la chaîne, je pense que vous le savez, je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va se situer, alors c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça, on se situe un petit peu dans un style de fantasy un peu à la David Gemmell. Vous n'avez pas de magie, ni d'elfes, ni de choses comme ça, vous êtes dans de la fantasy plus classique entre guillemets, parce qu'on peut pas dire que la fantasy soit classique, mais à chaque fois ça marche, les personnages sont extraordinaires, l'intrigue est bien tournée, la plume est géniale, bref, j'adore cet écrivain et De sang et de froid ne m'a encore une fois absolument pas déçu. Fabrice Pittet donc a créé un univers qu'il appelle l'Étoile et donc tous ces romans ou toutes ces histoires, parce qu'il a écrit beaucoup de nouvelles, se passent sur l'Étoile mais dans des endroits complètement différents. Et donc ici nous allons partir pour le nord au niveau de l'Arctique où il règne un froid glacial et où nous allons avoir une histoire qui est couverte de froid et de neige du début à la fin. Au niveau des personnages ici, nous allons en suivre plusieurs, dont certains qui en apparence ont le cœur aussi gelé que les terres sur lesquelles ils habitent. Le premier personnage ici est une adulte du nom de Feria, une talentueuse guerrière dont plus tard on apprendra pourquoi elle s'est acharnée finalement à devenir la meilleure, qui se coltine entre guillemets un marmot de 10 ans appelé Gulgoren, tout simplement parce qu'elle a fait une promesse idiote à son père lorsque celui-ci est mort, promesse qui disait qu'elle allait prendre soin du petit. Ce gamin en fait, eh bien c'est un bâtard, fils d'un puissant mage du clan de Feria et d'une maudite Tian, puisque ici, en effet, vous n'allez pas échapper aux préjugés, puisque pour Feria, le peuple Tian, qui n'est absolument pas guerrier, mais qui est plutôt dans la connaissance, l'art, etc., ne sont que des moins que rien, ne servent à rien, et la plupart du temps sont carrément dépouillés par le clan de Feria. Elle trouve donc en fait en Gulgoren un bâtard, mais en tout cas, elle a décidé qu'elle tiendrait sa promesse, elle s'occupe du jeune garçon, et on voit en fin de compte dans ce roman, parce qu'ils vivent une aventure, l'évolution, puisqu'il faut quand même savoir que dans le clan de Feria, les enfants qui naissent trop faibles sont sacrifiés, puisqu'ils deviennent un poids pour le clan, on les sacrifie. Gulgoren, il a eu la chance de grandir parce que son père était un mage et qu'on attendait donc de lui qu'il devienne de même, qu'il ait de grands pouvoirs, et à 10 ans il ne les a toujours pas, et donc Feria est en train de se dire que le temps du sacrifice est certainement arrivé. Bref, vous voyez ici que encore une fois, Fabrice Pittet, on va dire, profite d'une histoire complètement originale, une histoire de pure fantasy pour nous passer des messages forts. Ici, on a des messages forts sur le respect, on a des messages forts sur les préjugés et ça passe comme une lettre à la poste, on s'en rend même pas compte, mais je peux vous dire que les messages sont marquants et tout à fait transposables à notre propre société. Bref, comme je vous le disais, Feria avait fait tout ce qu'elle pouvait pour réveiller les pouvoirs du garçon, le tout de charmante manière. Elle a essayé la violence, la peur, la mort imminente, enfin plein de charmants stratagèmes afin d'essayer d'éveiller les pouvoirs du jeune garçon, mais rien n'y fait, Gulgoren reste un garçon chétif. Elle l'emmène ici avec l'un de ses amis dans une chasse qui va mal se terminer puisque eux-mêmes vont être chassés par des personnes d'un autre clan. Tout ce roman va finalement être basé sur la survie du trio, d'autant que le trio va très vite se rendre compte que le clan adverse n'est que le cadet de leurs soucis, puisqu'il semble qu'une force obscure est bien décidée de se réveiller et en est après l'un des personnages du trio. Et croyez-moi,
si l'on trouve que Feria n'est pas tendre avec le jeune garçon, à côté du comportement méprisant de Woondrak, ce n'est absolument rien. Une fois encore, c'est à 100 à l'heure que Fabrice Pittet nous emmène dans son roman, ça démarre tout de suite et ça ne s'arrête jamais jusqu'à la dernière page. Ceci étant dit, nous ne sommes pas perdus un instant parce qu'il a créé un univers qui est quand même régi par des codes qui sont le même que le nôtre. Ce qui permet en fait que ce roman est abordable par tout le monde, même par ceux qui ne sont pas férus de fantasy. Et donc, eh bien voilà, si vous avez envie de découvrir la fantasy, n'ayez pas peur, Fabrice Pittet, c'est totalement abordable. Vous ne serez pas perdu, vous n'avez pas besoin de connaître certains genres et codes de la fantasy pour vous y retrouver. Autre point que je souhaite souligner, je vous ai dit que tous les romans se passaient dans le même univers sur l'étoile. Vous n'avez absolument pas besoin de lire les autres écrits de Fabrice Pittet pour vous plonger dans ce roman. En fait, pour vous plonger dans aucun des romans de Fabrice Pittet, vous n'avez besoin de lire les autres. Ils sont tous indépendants les uns des autres, et donc aucune crainte de ce côté-là aussi. Côté personnage, malgré le tableau peu engageant que je vous ai dépeint de nos personnages, eh bien ils sont attachants. Et oui, c'est là le gros tour de force de Fabrice Pittet, c'est qu'il sait nous rendre ces personnages complètement attachants, alors que quand je vous explique le point de vue de Feria et de Woondrak, sincèrement, quand on les voit comme ça, ils ressemblent quand même à des gros cons de base. Eh bien non, Fabrice Pittet arrive à vous les rendre attachants, vous donne plein d'explications sur eux, vous apprenez à les connaître, vous apprenez à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, etc. Et puis il y a le jeune enfant Gulgoren qui lui est attachant parce que de toutes les manières il a été créé pour ça, j'ai envie de vous dire, dès le début il est complètement attachant parce que c'est quand même un gamin qui s'en prend plein la gueule, même par celle qui est plus ou moins sa mère adoptive, et malgré tout on le voit, il essaye toujours de faire au mieux, il essaye de pas décevoir, il est extraordinaire et des fois sincèrement ça pince le cœur de le voir faire au mieux et de continuer à s'en prendre plein la tronche. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est vraiment un élément voulu par l'auteur de nous pincer le cœur pour ce personnage, et croyez-moi ça fonctionne à 300%. Merci auteur sadique. Malgré tout, même les deux adultes gagnent à être connus, on apprend vraiment à les connaître et à les apprécier, donc n'ayez pas d'a priori par rapport à ça, par rapport au tableau que je vous dépeins, c'est les personnages tels que l'on croit qu'ils sont au début du roman. Mais malgré le fait que ce soit des guerriers dans le plus pur style de la fantasy, ils ont de réelles personnalités, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore avec Fabrice Pittet, c'est les personnalités qu'il crée chez ses personnages, et il a encore une fois réussi ici, que ce soit finalement le garçon, Feria ou Woondrak, les trois sont complètement différents, mais ils ont un charisme de dingue. Ce pôle glacial aura été un sacré terrain de jeu pour l'auteur qui nous emmène dans des combats et des courses-poursuites pour le moins originales. Eh bien oui, parce que vous allez avoir affaire à des combats à l'épée en pleine course-poursuite sur des skis. Le tout agrémenté d'ours polaires et d'autres créatures propres à l'étoile. Alors il y a quand même un point sur lequel j'aurais bien trucidé l'auteur, et bien c'est pour le meurtre sauvage et mesquin de certains pauvres petits animaux qui n'avaient absolument rien demandé à personne. Je pense par exemple à un morse qui s'en prend plein la gueule au début parce que bon, il est chassé pour être mangé, ou trois pauvres petits rennes qui vont tomber dans un lac gelé. Non, ça vraiment c'était pas sympa. Alors oui, le but c'est de nous montrer qu'on est quand même sur une terre carrément inhospitalière et que les gens là-bas ils sont un peu bruits de décoffrage, hein, il faut survivre. Mais voilà, tue autant d'humains que tu veux, trucide-les, je m'en fous, même des gamins si tu veux, mais les animaux, non quoi, pas les pauvres animaux. Et puis voilà, je pense que en dehors de la terre inhospitalière, vous avez donc, je vous ai dit, une force qui est en œuvre, qui en a après le trio, qui est particulièrement mauvaise, et donc eh bien le fait que les animaux meurent à cause de cette force, je veux pas trop vous en dire, ça permet un petit peu de montrer en fin de compte tout le mal qui règne dans cette force. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas des meurtres gratuits, enfin des meurtres, c'est des animaux qui meurent, mais c'est pas gratuit, tout a une cause en fait ici, tout a une raison d'être, mais n'empêche que on tue pas des petites bêtes comme ça. En tout cas, il n'y a pas à dire, Fabrice Pittet gère réellement le genre de la fantasy sur tous les points de vue, les personnages, les combats qui sont
sont hyper visuels, qui sont hyper dynamiques, on s'ennuie pas un quart de seconde, l'univers est magique. Bref, encore une fois, pour moi, ce nouveau roman de Fabrice Pittet fut une réelle réussite. Le dernier roman dont je voudrais vous parler avant de passer très rapidement à la bande dessinée, il s'agit de Le Club de l'Ours Polaire, tome 1, écrit par Alex Bell et paru chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman dont j'avais jamais entendu parler, je suis tombée dessus au salon du livre de Montreuil et la magnifique couverture m'a complètement fait craquer, d'autant que Alex Bell n'est ni plus ni moins que l'auteur d'Emmuré, paru chez Milan, qui est un cran au-dessus au niveau de l'âge de lecture puisque c'est un young adulte et que Le Dernier Club de l'Ours Polaire, même s'il est très bien, on est vraiment dans du jeunesse, j'ai envie de vous dire à partir de 9-10 ans. Ici en fait on va rencontrer un personnage féminin dont j'ai complètement oublié le nom, c'est la honte, mais qui voudrait partir en expédition avec son oncle qui donc va partir en expédition. Je vous mets dans le mille dans le cercle polaire. Sauf que, pas de bol, la jeune demoiselle a le malheur d'être une fille et que le club de l'ours polaire n'est absolument pas ouvert aux filles, vous comprendrez bien. Après, par des explications que je vous laisse découvrir dans le roman, parce que si je vous dis tout, c'est plus drôle, la jeune fille va quand même réussir à s'embarquer avec son oncle sur le bateau qui va la mener sur l'expédition. Et sur ce bateau, elle va rencontrer divers personnages. Certains vont très bien l'accueillir et d'autres beaucoup moins. Une fois arrivé sur place, eh bien, il y a un petit incident qui va se produire et donc, eh bien, notre groupe de jeunes qui s'est formé sur le bateau va être séparé des adultes et donc ils vont essayer de longer tout un ravin. Ça dure pendant des heures et des heures, hein, je dirais 1 ou 2 jours je crois, afin d'essayer de récupérer plus loin une route, de traverser, de rejoindre les adultes. Et donc tout ça c'est simplement une trame, une mise en scène qui va nous permettre de nous raconter toutes les aventures de ce groupe. Donc comme je vous le disais, c'est un roman vraiment jeunesse et on le ressent, on ressent les codes de la jeunesse, on ressent quelques facilités, on le ressent dans l'écriture. Mais je dois avouer que malgré le côté très jeunesse, c'est un univers qui est extrêmement riche, que j'ai beaucoup aimé. Il y a des relations entre les personnages qui sont développées, j'ai adoré ça. Ils vont aussi aller, vous allez voir, je vais pas trop vous en dévoiler sur l'histoire, mais ils vont atterrir dans un château, un peu style château de la Reine des Neiges, et il va leur arriver quelques problèmes sur place, et etc. etc. Je ne veux pas encore vous dévoiler l'intrigue parce qu'on nous en dit quasiment rien et je préfère vous laisser découvrir, mais il y a un petit côté fantastique dans ce roman que j'ai adoré. C'est mignon, c'est bien écrit, c'est sympathique. Alors, certes, voilà, c'est très jeunesse, c'est peut-être le point qui m'a dérangé simplement parce que moi, personnellement, j'ai un petit peu plus de mal quand on arrive sur du 9-10 ans à accrocher, mais sincèrement, si vous aimez les romans jeunesse, je pense que vous allez adorer parce que l'univers est riche, il est abouti, c'est sincèrement très sympathique et on a un panel de personnages qui méritent d'être découverts et je trouve que ces personnages font passer de très très bons messages parce qu'il y a des évolutions. Au début, il y en a 2, ils s'aiment pas trop, mais ils vont apprendre à se connaître, à savoir pourquoi ils réagissent comme ça. Bref, voilà, on a un petit peu un message de apprenez à connaître les gens avant de les juger. Des messages qui sont sympathiques, je trouve, à faire découvrir à des enfants de cet âge-là. Je vous ai parlé de cette espèce de château, mais il leur arrive plein d'autres aventures où des phénomènes fantastiques vont entrer en ligne de compte. Ils vont rencontrer des pirates des neiges, entre guillemets. Ils vont rencontrer des fées pas particulièrement gentilles, on va dire ça comme ça. Bref, voilà, c'est foisonnant d'action. Je me suis pas ennuyée un quart de seconde. J'ai adoré, c'est super mignon. Alors la fin est cousue de fil blanc. Mais dans l'ensemble, il faut quand même avouer que ce sera resté une très très bonne lecture pour moi. Ensuite, je voudrais vous dire 2 mots sur une bande dessinée qui s'appelle Lemmings, le tome 1, l'aurore boréale noire, écrit et dessiné par Chris et Besson. Ne me demandez plus qui a fait quoi, je ne me souviens plus. Je ne connaissais absolument pas cette bande dessinée, mais en allant à Montreuil, je l'ai vue sur les éditions du stand Canas, qui est une maison d'édition canadienne. N'ayez pas peur, vous pouvez tout à fait retrouver leurs romans sur les sites internet français et donc leur bande dessinée puisqu'ici il s'agit d'une bande dessinée.
C'est une bande dessinée qui est super mignonne, ça se passe bien dans un village viking, mais le fait est que nous n'allons pas suivre les vikings humains, mais plutôt des petites créatures qui s'appellent lemmings. Et nous allons suivre leurs aventures et mésaventures. Les lemmings, en fait, elles ont tendance à chaparder un petit peu tout ce qui brille comme ça. Et donc elles chapardent des trucs des fois aux vikings. Et en l'occurrence ici, elles vont chaparder une pièce qu'elles n'auraient peut-être pas dû, mais ça je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir encore une fois l'action, mais eh bien nous avons tout un groupe qui va devoir partir en expédition à l'autre bout du monde, comprendre en fait l'autre bout du village. C'est-à-dire que quand vous traversez la rue, que ça vous a pris 5 minutes, pour les lemmings c'est une expédition qui mérite préparation et qui va leur prendre énormément de temps pour éviter tous les dangers tels les chats, les chiens, les humains et autres bestioles peu sympathiques. On va donc ici suivre notre groupe de héros dans leurs aventures afin d'empêcher, on va dire, une catastrophe, une guerre qui va impacter aussi bien leur clan à eux que le clan des humains. Et donc en fait vous suivez en parallèle les vikings qui eux aussi vont essayer d'éviter la même catastrophe. Donc évidemment les vikings n'ont pas connaissance de ces petites bêtes là, ils ne savent pas qu'ils sont là et ce qu'ils font. Mais donc on va suivre les deux histoires en parallèle en s'accrochant bien évidemment plus aux petites créatures, aux petits lemmings qu'aux humains. Mais c'est très mignon, c'est super sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. Le dessin est super choupi, je vous l'avais montré dans le book haul, donc vous pouvez vous y référer, c'est le book haul de Montreuil. Je vous avais montré quelques planches, vous pourrez voir. C'est énormément teinté de bleu puisque comme je vous l'ai dit, on est en hiver, il neige, donc on est dans des teintes bleues, dans des teintes blanches et un dessin qui est assez simple mais qui est très reposant, qui est super mignon et j'ai adoré ce premier tome et je découvrirai la suite avec grand plaisir. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu et à tous je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.